Et bon, je vous remercie de votre temps pour ce webinaire sur le stress climatique. L'année dernière, nous avons essayé d'introduire, en fait, à travers un webinaire, notre approche d'intégration des risques climatiques dans les modèles de crédit. Et cette fois-ci, on va aller un peu plus loin pour présenter un cas pratique de stress test sur un portefeuille de crédit corporate. Et nous avons là un bilan un peu, on va dire, non exhaustif des événements climatiques que nous avons eus sur les étés 2021 et 2022 à travers le monde. Nous voyons qu'il y a des incendies qui se répètent, des inondations, des tempêtes et des canicules qui ont des impacts assez, on va dire, assez significatifs sur les personnes, sur les biens également. Et, euh, et donc, si on regarde quelques chiffres clés, on voit on s'attend à un niveau de température de 1,5 degré Celsius en 2030. Nous avons une élévation moyenne du niveau des mers de 900 centimètres entre 90 et 2019. Également, nous avons une forte croissance des émissions de CO2 de 68% sur cette même période. Et donc, ces différents indicateurs à la main ont amené, on va dire, les différents pays à adopter l'accord de Paris sur la limitation du réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius d'ici 2100. Également, nous avons des exigences de la BCE qui demandent aux banques de pouvoir intégrer en fait ces éléments-là dans leur processus de gestion des risques. C'est pour ça que nous allons vous présenter en fait ce webinaire suivant les quatre parties qui sont là. D'abord, nous allons définir en fait et donner les enjeux des risques climatiques. Ensuite, nous allons vous donner les méthodologies développées dans le cadre de notre travail de stress test climatique et les données également. Nous allons détailler les données. Dans la troisième partie, nous allons discuter des résultats que nous avons obtenus. Et puis, on aura une conclusion dans laquelle nous allons essayer d'ouvrir en fait finalement la problématique sur les étapes à venir et les challenges potentiels qui restent à résolver en fait en termes de gestion de risque climatique. Et donc, si je prends la première partie sur la définition et les enjeux, bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette partie parce que en espérant que vous avez suivi pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire de l'année passée, en fait, le risque climatique, globalement, ce sont des pertes qui sont dues aux événements climatiques. Nous avons soit le risque physique, soit le risque de transition. Donc, lorsque ces pertes-là sont directes, on aura plus de risque physique qui peuvent être causés par des incendies, des inondations, ou bien par des événements beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus lents, comme l'élévation du niveau des mers ou l'augmentation de la température. Et nous avons des risques de transition qui résultent surtout des politiques qui sont mises en place pour pouvoir essayer vers une transition, on va dire, à 1 degré ou 1,5 d'ici 2050 ou bien à moins de 2 degrés en 2100. Donc, c'est toutes les politiques de taxe carbone ou bien on va dire, les changements technologiques pour pouvoir s'adapter en fait finalement à une transition qui pourrait être soudaine. Et donc, c'est tout ce qui résulte de là qui va créer finalement des pertes. Et ces pertes-là sont plus indirectes et qui sont dues à ce qu'on va appeler dans le risque de transition. Et donc, si on regarde en fait en termes d'enjeux, nous avons deux types d'enjeux. D'abord, les enjeux plus réglementaires qui s'imposent un peu aux banques. Et donc, depuis 2019, nous avons une montée des textes et des études qui demandent finalement de prendre en compte ces risques-là dans la gestion de crédit.
Je vais peut-être insister plus sur les guidelines de la BCE, en fait, qui résume finalement les attentes prudentielles en matière de gestion et de déclaration des risques liés au climat et à l'environnement dans les différents modèles de gestion de risque de crédit. Et l'attente 8 de la BCE demande justement d'intégrer ces risques-là à toutes les étapes de la chaîne de crédit, donc de l'octroi au reporting. Et à partir de ce guide-là, il y a eu des stress climatiques de la BCE en 2021. Et les résultats de ces stress tests-là montrent que la plupart des banques n'ont pas un système aujourd'hui en place pouvant gérer de tout ce qui est stress climatique. Il y a un framework comme dans le cas des stress EBA, par exemple, qui soit robuste aujourd'hui au niveau des banques. Il s'agit là de plus de 60% en fait des banques qui ont participé à cette étude. Et aussi, cet exercice-là a révélé quelques problèmes de données au niveau des banques, notamment les données climatiques. Il y a eu beaucoup de proxys qui ont été utilisés dans le cadre de cet exercice de stress test. Et donc, également, nous avons un enjeu plus aussi, on va dire, de réputation qui s'impose un peu à la banque plus interne là, et la plupart des banques ont adopté en fait les recommandations de la task force sur la divulgation des informations financières. C'est une task force qui a été mise en place par le G20 et donc lorsque ces banques-là adoptent ces recommandations, il s'agit pour elles de pouvoir définir un appétit pour le risque climatique et cela part de l'identification des risques en utilisant certainement la taxonomie qui normalement est entrée en vigueur en 2022. La mesure de ces risques-là en construisant des méthodologies qui soient assez robustes en fait pour projeter les risques climatiques et les intégrer dans les paramètres de risque actuels. Nous avons aussi le côté monitoring de les risques climatiques et puis le reporting. Notamment certaines catégories liées justement à l'exposition au risque climatique qu'il faut reporter à la BCE. Et donc, pour expliquer théoriquement l'impact des risques climatiques sur un portefeuille corporate d'une banque, nous avons ce schéma. Il faut que je cale, je ne sais pas si cet écran vous empêche de voir. Mais on a ce schéma qui est finalement résume les canaux de transmission des facteurs climatiques au niveau du portefeuille bancaire, dont les facteurs climatiques vont agir sur les entreprises que la banque finance. Si on prend par exemple les entreprises du secteur agricole, nous savons que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique un impact direct sur la production agricole, par exemple. Et si la banque a donné du crédit peut-être aux agriculteurs ou bien aux entreprises dans le secteur pour pouvoir acheter du matériel agricole, il peut être difficile pour ces entreprises-là de rembourser en fait finalement leur crédit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte ces risques-là dans les attendus que la banque va estimer. Donc, en modélisant collectivement paramètres de risque, notamment la perte de défaut, la LGD et la perte en cas de défaut. Et nous avons l'exposition aussi qui finalement va être ajustée au fil des années en prenant en compte justement la sortie de certains secteurs qui sont intensifs en CO2. Et puis derrière, il faut bien calibrer le RWA et le CL en conséquence. Et donc là, je vais passer à la méthodologie. Je vais laisser Marcos vous présenter en fait notre méthodologie que nous avons développée pour pouvoir stresser un portefeuille de crédit wholesale. Et donc, je lui laisse la parole là-dessus. Marcos. Merci Thierry. Vous m'entendez? Oui. Ok. Du coup, à présent, nous allons décrire un peu la méthodologie que nous avons adoptée. L'idée, c'est de
partie de matrice de migration, d'impacter l'APD sous une forme TTC, en la déformant, et de manière à récupérer les impacts induits par le risque climatique dans ce procédé. Donc, concrètement, nous allons décrire cette méthodologie, mais avant, nous allons présenter sur cette slide d'abord les inputs que nous avons utilisés. L'objectif étant de proposer en fait une approche de stress test climatique qui soit assez cohérent avec les modèles réglementaires existants et le business des banques. Nous utilisons donc 3 scénarios climatiques qui sont définis par le GIEC et repris par le réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier SGFS. Du coup, il s'agit du scénario BILO, 2 degrés Celsius, du delay transition et du current policy. Nous allons présenter un peu plus en détail ces scénarios plus tard. Ensuite, en ce qui concerne les données utilisées, d'une part, nous disposons de données réelles de notation provenant de l'agence S&P sur un portefeuille de corporate. Alors, il faut dire que le périmètre des corporates est considéré selon la littérature comme étant le portefeuille de crédit le plus vulnérable au risque climatique. Ces notations donc, que nous avons recueillies sont journalières et couvrent la période du 28 avril 2009 au 4 juin 2021. Et les notes ont été agrégées pour des soucis de simplification allant de la meilleure note A à celle du défaut D. Alors, d'autre part, on dispose aussi de variables macroéconomiques sur la même période, comme on peut le voir, vous pouvez le voir à l'écran, tels que le taux de croissance, taux de chômage, etc. Alors, une brève description donc montre que les secteurs des biens de consommation, de l'industrie et de la technologie composent majoritairement le portefeuille, comme on peut le voir sur le tableau à gauche, qui présente la fréquence, la répartition du portefeuille sur le secteur d'activité. Et puis, on peut voir aussi qu'en 2021, on compte environ 3,3% d'entreprises défaillantes dans le portefeuille, au tableau suivant. Et puis, nous utilisons, comme nous l'avons dit tout à l'heure au début, c'est de déformer une matrice de transition TTC. Du coup, la matrice de migration moins TTC que nous avons utilisée est la suivante, celle de droite, à l'extrême droite. Et il faut dire que nous l'avons construite en agrégeant les données de notation que nous avons recueillies et de l'agence S&P. On expliquera un peu plus tard aussi l'approche de construction que nous avons adoptée. Et puis, ce que nous pouvons retenir, pour revenir sur la slide précédente, Thierry, ce que nous pouvons retenir en fait de cette matrice, c'est que plus les entreprises sont bien notées, plus elles ont tendance à rester stables dans leur rating. Et donc, également, on peut remarquer, ce qui est plutôt intuitif, également, on peut remarquer que les transitions de plus de 2 classes de notation sont quasi nulles. Donc, cela traduit le fait qu'en un an, une dégradation de notes de plus de 2 classes est très peu probable. Donc, cela corrobore un peu le fait que les traitements que nous avons effectués en agrégeant les données sont plutôt bons. Thierry, OK. Alors, les exercices de stress test climatique menés par la BCE en 2021 a fait état en fait de ce que les facteurs climatiques peuvent induire des risques financiers bancaires au travers de canaux de transmission macroéconomique. Concrètement, il s'agit de considérer en fait que le risque climatique peut affecter en fait structurellement les variables macroéconomiques en provoquant donc un stress systémique qui peut expliquer les pertes financières des banques. Et c'est donc fort de cela que l'approche que nous proposons en fait transite en fait par les facteurs macroéconomiques. Donc concrètement, les différentes étapes se présentent un peu comme suit. Nous présentons ici sur ces slides les étapes brièvement, et puis nous présenterons les détails des différentes étapes dans les slides qui suivent. Alors, sur la base des transitions de notation instantanée, premièrement, nous calibrons un facteur systémique Z, et ensuite, nous construisons un modèle d'estimation du facteur systémique en le regressant sur des variables macroéconomiques. Alors, dans notre étude, nous avons utilisé un modèle de régression linéaire. Bien sûr, il faut dire que ce n'est qu'une option de modélisation parmi tant d'autres. On pourrait utiliser, par exemple, un modèle autorégressif à retard échelonné, ARDL,
ou encore effectuer une régression bayésienne, ou même encore d'autres modèles qui se prêtent aux données. Aussi, il est important de préciser que les facteurs macroéconomiques que nous avons choisis dans le modèle sont conditionnés par ceux disponibles et traduits par les scénarios du NGFS. Alors, ensuite, grâce aux sensibilités du modèle construit, on peut donc projeter le facteur systémique sur la base des variables macroéconomiques impactées par le climat et qui sont en fait produits par les modèles macroéconomiques d'impact climatique qui ont été développés par le NGFS. On fera dans les slides aussi suivantes plus de précisions sur la construction de ces modèles-là. Alors, enfin, on peut déformer la matrice de migration TTC en point in time à travers le modèle de Merton. Il faut dire qu'en clair, ce que nous proposons, c'est que l'impact des facteurs climatiques sur le risque du portefeuille est capturé en fait via les sensibilités du risque systémique aux facteurs macroéconomiques d'une part, mais aussi à travers la corrélation entre les facteurs macroéconomiques et les risques climatiques. Donc, c'est finalement une modélisation conditionnelle du risque de défaut à des scénarios de stress climatique. Notre approche donc repose donc sur la donnée de ces scénarios-là. À cette slide-là, nous présentons les détails, un peu plus de détails sur chacune des étapes. Premièrement, la matrice de migration TTC que nous avons construite, nous avons utilisé un modèle homogène à intensité. Du coup, les probabilités de transition obtenues sont obtenues en utilisant la formule à l'écran avec l'exponentielle, delta étant le pas de temps et lambda le facteur d'intensité estimé. Alors, pour rappel, le modèle structurel de Merton utilisé pour la déformation de la matrice TTC en point in time, PIT, considère en fait que le processus générateur de la dynamique des transitions en fait est gouverné par des facteurs communs qui caractérisent l'évolution du cycle économique et de facteurs individuels dits idiosyncratiques. Comme on peut le voir sur l'équation HT, où on a la combinaison linéaire entre le facteur systémique et le facteur idiosyncratique, avec sigma, la sensibilité de ce processus générateur facteur systémique. Alors, PIJ, l'estimateur PIJ, assez bien connu, est la formule de déformation de ces probabilités TTC. Alors, pour la calibration des paramètres, la trajectoire du facteur systémique sur l'historique a été obtenue par maximisation de la vraisemblance à chaque instant T. Comme vous pouvez le voir, la vraisemblance L sur la slide. Et puis, la sensibilité sigma, elle a été calibrée par la formule réglementaire. C'est une formule assez connue et qui dépend de la probabilité de défaut de chaque rating. En fait, du coup, la logique, ce qu'il faut retenir, c'est que la logique derrière cette formule, c'est que la sensibilité au risque systémique, en fait, augmente avec la qualité de la notation. Alors, on peut aller à la slide suivante. Voilà. Ici, en fait, sur cette slide, nous essayons en fait de situer notre approche dans la littérature. Du coup, une revue littéraire sur les approches méthodologiques nous a permis de remarquer aussi l'existence d'un modèle récent appelé le Climate Extended Risk Model, développé par le professeur Jocelyn Garnier. En fait, c'est un modèle construit suite à une collaboration entre la chaire stress climatique de l'École polytechnique de Paris et l'association Green RWA, en fait, qui œuvre un peu pour les recherches sur le risque climatique. Alors, ce tableau compare le modèle CERM avec l'approche que nous proposons. Alors, on peut voir que le modèle CERM est une adaptation du modèle de Merton comme notre approche et qui prend en compte en fait des facteurs systémiques non stationnaires, le risque physique, le risque de transition notamment. Et ce qui est important, c'est de remarquer que le facteur systémique dans ce modèle est considéré sous une forme multidimensionnelle, alors que dans notre approche, on le considère sous une forme unidimensionnelle. Alors, une limite que nous constatons de cette approche CERM, c'est la difficulté, la complexité à estimer les corrélations. En effet, en fait, le modèle distingue deux classes de corrélations, des macro-corrélations. Ce sont en gros des corrélations entre facteurs systémiques et des micro-corrélations qui sont un peu des corrélations individuelles. C'est des sensibilités du facteur systémique à des groupes que l'on pourrait constituer sur le portefeuille. Ça peut être suivant le secteur d'activité, la zone géographique ou encore même les ratings.
Du coup, en fait, les détails des travaux du modèle, des travaux effectués sur le modèle CERN peuvent être retrouvés en fait à la référence écrite en bas sur la slide. On peut passer à la slide suivante, Thierry. Merci. Alors, nous ferons maintenant un peu plus de précision sur les scénarios climatiques que nous utilisons. Alors, classiquement, il y a trois grandes classes de scénarios. Les scénarios dits ordonnés, qui sont généralement qualifiés de référence, qui supposent en fait que l'on commence dès maintenant à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les objectifs climatiques. Et ensuite, des scénarios un peu plus adverses sont les scénarios de la serre chaude mondiale, qui, contrairement, suppose que l'on continue d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui entraîne à long terme un surchauffement du globe, estimé d'ailleurs à environ 3 degrés d'ici 2100 selon les rapports du GIEC, ce qui va donc produire un niveau de risque plus élevé par rapport au scénario de référence. Alors, on peut voir à l'intermédiaire de ces deux scénarios se trouve une troisième catégorie de scénarios qualifiés de désordonnés, qui considèrent en fait, comme dans les scénarios de référence, scénarios ordonnés, que l'on vise toujours à atteindre les objectifs climatiques, mais cette fois-ci de manière soudaine et inattendue en 2030, ce qui crée un risque de transition légèrement plus élevé par rapport au scénario de référence. OK. Alors, comme notifié lors de la présentation de l'approche, il faut savoir que les scénarios climatiques ont déjà été traduits en impact macroéconomique. Donc, pour cela, les experts du NGFS se servent en fait de modèles qualifiés de modèle IAM, le modèle IAM, Integrated Assess Model, net d'évaluation intégrée et du NIGEM. En fait, ce sont des modèles utilisés traditionnellement par les macroéconomistes qui ressemblent beaucoup au modèle d'équilibre général calculable, et ils visent en fait à évaluer l'impact d'un choc sur un ensemble de systèmes socio-économiques à travers des canaux de transmission, comme l'enchaînement qui se trouve à l'écran. Et puis le modèle NIGEM, présenté à la slide suivante, Thierry, est une amélioration en fait du modèle IAM, par l'ajout d'une composante climatique. En fait, il offre en fait la possibilité d'estimer l'impact sur un plus large éventail de variables macroéconomiques. Généralement, pour l'IAM, c'est que le PIB. Et avec le NIGEM, on peut estimer l'impact sur un large éventail de variables macroéconomiques et peut d'ailleurs aussi être désagrégé par région géographique. On peut voir à cette slide-là l'exemple du taux de chômage en Europe, du taux de croissance aux États-Unis, induit par les variables macroéconomiques et issu du modèle NIGEM. Ces données d'impact climatique, il faut dire que elles sont disponibles dans les bases de données du NGFS. Nous les avons récupérées et utilisées comme input dans le cadre de notre approche de stress test. Alors, nous allons passer maintenant à la présentation des résultats. Alors, pour rappel, la première étape, c'était de calibrer le facteur systémique. Et donc, ce facteur systémique, nous l'avons reconstitué sur la période d'étude en maximisant la vraisemblance L de tout à l'heure. On peut voir à la figure de gauche cette dynamique sur l'ensemble du portefeuille, la dynamique du facteur systémique sur l'ensemble du portefeuille. On y a ajouté l'évolution de taux de défaut sur la même période. Et du coup, on peut observer en fait la relation négative entre la trajectoire du facteur systémique et du taux de défaut sur l'historique. Ce résultat paraît intuitif et confirme l'hypothèse systémique en fait du facteur Z dans le modèle de Merton. Les pics notamment et les creux observés autour de 2020, respectivement sur les deux courbes, semblent reconstituer d'ailleurs l'effet de la crise sanitaire de la COVID. Et puis ce facteur peut effectivement donc être drivé par l'environnement économique. Ensuite, quand on reproduit la même calibration selon les sous-portefeuilles du secteur de l'industrie et de la consommation, notamment, on observe également des résultats similaires, comme à la figure de droite. Alors, slide suivante. Okay. Le tableau suivant présente en fait les résultats d'estimation du modèle sur l'ensemble du portefeuille, sur les portefeuilles sectoriels, puisque le facteur systémique
peut être gouverné, vu les résultats empiriques que nous avons obtenus, peut être gouverné par l'environnement macroéconomique. Nous regrettons ce facteur sur les variables macroéconomiques et les résultats d'estimation sont présentés sur le tableau. Et ce qu'on peut constater, c'est que les différentes sensibilités des modèles montrent que, contrairement aux autres facteurs macroéconomiques, le chômage fragilise globalement la santé économique. Et ces résultats corroborent donc davantage en fait le caractère systémique du facteur Z. Ensuite, lorsqu'on regarde les graphiques en bas de la slide, on peut observer en fait que les régressions que nous avons effectuées montrent que les modèles reproduisent assez bien les effets de crise sur les différents portefeuilles. Je pense que Thierry, je te laisse poursuivre les résultats. D'accord. Et donc là, on voit surtout que le creux de 2020, autour de 2020, est bien reproduit par le modèle, que l'on soit dans le secteur industriel ou le secteur de la consommation. Et donc, en termes d'impact observé sur la dégradation des ratings, là, on peut observer en fait les trajectoires jusqu'en 2050, partant des ratings, on va dire, différents jusqu'au défaut. Et donc, peut-être je vais prendre le cas du rating C que je vais essayer d'analyser ici. Donc, vous voyez, on a les trois scénarios below 2 degrés, le scénario de transition retardée et puis le current policies. Donc, si on prend le scénario below 2 degrés, on voit que du coup, si on commence dès aujourd'hui à mettre en place ces politiques climatiques pour pouvoir atteindre, on va dire, un environnement plutôt sobre en 2050, on aura une augmentation progressive des taux de défaut jusqu'en 2025. Et cette augmentation est due justement à l'adaptation des différentes entreprises, en fait, à la politique de transition qui est mise en place. Ça peut être, par exemple, le changement de technologie de production. On peut voir avec les véhicules électriques, par exemple, ou bien le changement de source d'énergie, passer d'une énergie fossile à une énergie solaire, par exemple. Et ça demande, je pense, beaucoup d'investissement qui va se traduire finalement par une baisse de la marge de valeur ajoutée des entreprises, et donc augmenter leur risque de défaut. Et c'est pour ça qu'on a cette augmentation jusqu'en 2025. Et à partir de 2025, lorsque ces entreprises-là auront détecté les bonnes solutions pour pouvoir s'adapter aux politiques de taxe carbone, par exemple, le portefeuille va connaître une baisse continue des taux de défaut jusqu'en 2050. Maintenant, si on prend le scénario retardé, le scénario retardé suppose en fait qu'on ne fait rien, c'est-à-dire on continue aujourd'hui à vivre comme tel jusqu'en 2030. Et c'est en 2030 en fait qu'on va mettre en place des politiques assez rudes, parce que dans les deux cas, ou bien dans les deux cas, on vise on vise 2050 pour atteindre l'objectif de climat. Et donc, on voit qu'il y a un phénomène là qui se produit juste après 2030. Et ce phénomène, normalement, est dû au choc de demande et d'offre qui est créé par cette politique-là rude, et qui va, si je remonte, en fait, qui prend, en fait, parce qu'on prend en input ces scénarios de la NGFS qui ont été projetés. Et donc, si on regarde ici le taux de chômage, on voit qu'il y a un pic justement après 2030, dont cela suppose qu'il y a
certaines politiques, on va dire énergétiques, vont créer du chômage dans certains secteurs, mais après, il y aura peut-être une migration, les licenciements, les gens vont s'orienter vers d'autres secteurs et ce taux de chômage va baisser progressivement. Mais on a ce jour-là en 2030 qui se reflète finalement dans nos estimations. Et à partir de 2030, du coup, on va revenir un peu à une courbe qui se rapproche davantage, on va dire, du scénario below 2 degrés où on va progresser. En fait, les taux de défaut vont monter normalement et puis après redescendre après, on va dire, à partir du moment où les entreprises auront implémenté des solutions adéquates pour pouvoir résister aux taxes carbone, par exemple. Et donc, c'est un peu ce qu'on peut remarquer ici. On voit que quel que soit le niveau de départ de la contrepartie, on a une dégradation, on a une augmentation du risque de défaut, en fait. Et à partir sur une partie du graphique, et puis après, lorsque les politiques sont mises en place, ce risque la baisse progressivement. Et si on regarde ici l'analyse des agrégés par secteur d'activité, on est pratiquement sur des séries similaires, sauf que certains pics ne sont pas assez marqués ici. Nous avons là sur l'industrie un risque qui est plus marqué en fait que sur le secteur de la consommation, ce qu'on a constaté lors de cette analyse. Et donc voilà globalement les résultats qu'on obtient et qui vont être étendus avec d'autres analyses sur d'autres critères que je donnerai plus bas. Et donc pour conclure, certainement, on a essayé en fait à partir déjà des résultats des stress tests climatiques de la BCE, de la CPA, de comprendre que le portefeuille corporate était le portefeuille qui certainement devait enregistrer le plus de pertes en cas de réalisation des événements climatiques. Également, il y a le portefeuille mortgage qu'on devrait regarder dans un second temps. Et c'est pour ça qu'on dans ces stress tests climatiques-là, la BCE aussi a donc indiqué qu'il y avait un gros problème de robustesse des modèles de stress test climatique en interne et puis peut-être une insuffisance aussi des modèles, des méthodologies assez adaptées. C'est pour ça qu'on a développé cette approche-là en partant des notations de S&P et qui montre que les différents risques climatiques vont augmenter la dégradation, on va dire le risque de défaut des entreprises. Et le secteur industriel est beaucoup plus vulnérable que le secteur de la consommation. C'était les deux secteurs les plus représentés dans notre portefeuille. C'est pour ça qu'on s'est limité à ces deux secteurs. Et donc, en termes de limites, on n'a pas pu avoir les données sur les zones géographiques des entreprises pour essayer de désagréger finalement nos effets selon la zone géographique. C'est pour ça que vous allez voir peut-être les taux de croissance des USA qu'on a récupéré, le taux de croissance en Union européenne. Ces différentes variables ont été retenues pour pouvoir, parce qu'on avait finalement un portefeuille, on va dire, avec des entreprises provenant certainement des États-Unis et des entreprises européennes qui n'avaient pas finalement où on n'avait pas exactement l'adresse et la localisation géographique de ces entreprises. Et nous avons un biais de sélection au niveau des variables macroéconomiques parce qu'on est limité par les variables de la NGFS parce que justement, nous, on ne peut pas développer directement des modèles de projection des scénarios des différentes variables macroéconomiques sur plusieurs années. Donc, on est parti sur ce scope-là assez restreint de variables. Et aussi, ce qui reste à faire, c'est d'étendre cette analyse au niveau
pour pouvoir estimer finalement l'ECL de la banque, en fait, c'est-à-dire quelle est réellement la perte financière attendue des banques selon chaque scénario. Et pour faire cela, et ce qu'on met ici, on a quelques challenges en fait qui nous restent à, à résoudre, notamment en matière de stress test de la LGD, dont l'idée c'est de voir comment les pertes en cas de défaut vont évoluer selon les différents scénarios climatiques. Et donc il faut modéliser, regarder les récupérations et peut-être qu'ils vont dépendre soit des secteurs d'activité, si on met en place par exemple les taxes carbone, peut-être les secteurs d'industrie qui utilisent beaucoup d'énergie vont être beaucoup plus impactés. Et lorsque le client fait défaut, peut-être qu'il n'y aura plus assez de garanties. Il y a peut-être Crédit Logement ne va plus garantir la plupart des prêts sur ces secteurs-là. Et donc, lorsqu'il y a des défauts, il peut être difficile de récupérer. Et puis, si on prend le cas peut-être d'un crédit immobilier aussi, selon la position du bien qu'on a financé qui nous sert de collatéral, s'il y a une inondation qui se produit, certainement la valeur des biens dans la zone va beaucoup baisser et ça a un effet sur la loan to value qui va se traduire finalement par une augmentation de LGD. Donc, c'est cet indicateur-là aussi qu'on va regarder. On va regarder également l'EAD, donc ici, c'est au niveau des bilans dynamiques. Donc, il faut prendre en compte ce bilan-là, c'est peut-être la stratégie de la banque en matière de risque climatique qui vise certainement à sortir progressivement de ce secteur intensif en CO2 pour se rabattre sur d'autres secteurs plus verts. Et aussi, pour la segmentation, il faudra qu'on puisse voir comment améliorer et trouver des données sur les zones géographiques, Et puis, l'autre challenge, c'est au niveau d'horizon de temps. Donc, nous avons des projections qui sont qui sont sur un horizon de temps assez long. Et ici, en fait, on utilisait un modèle, on va dire, de régression linéaire où dans notre historique, on n'avait que la crise de Covid qui nous a permis certainement de calibrer, d'avoir une sensibilité qui reflète finalement un risque aussi important. Mais on pourra adapter en fait nos modèles à certaines hypothèses aussi macro pour pouvoir projeter et de sorte à rendre le modèle plus sensible en fait au choc climatique. Et donc, voilà un peu présenté. Je vais laisser Areski reprendre la main pour diriger la phase des questions-réponses. Alors, merci Thierry, merci Marcos pour cette présentation. Oui, je voulais vous proposer une petite discussion en lien avec cette étude. Alors Thierry, est-ce que tu veux passer à la slide d'après? Merci. Donc d'abord, peut-être une petite synthèse sur la méthodologie. Donc ce que nous avons proposé, c'est une approche qui permet de projeter le risque de défaut d'un portefeuille de crédit corporate conditionnellement à des scénarios climatiques donnés. Donc c'est une approche conditionnelle, on ne construit pas les scénarios, on s'en sert en fait en input de notre modèle de projection. Notre approche repose sur un modèle de Merton-Vasicek à un facteur et se décline en 4 étapes qu'on a vu tout à l'heure. Donc déjà l'inférence du facteur Z, du facteur systémique sur l'historique des transitions, la construction d'un modèle satellite, donc qui permet de créer la jonction entre le facteur systémique et les facteurs et des variables macroéconomiques, qui sont justement celles présentes considérées dans les scénarios du NGFS. La projection du facteur Z suivant les scénarios du NGFS, et puis grâce au modèle de Merton, la projection des probabilités des migrations point in time dans chaque scénario. Ça, c'est l'approche méthodologique. Donc, on voit bien en fait qu'on a un lien, enfin une traduction des effets de risque climatique sur le défaut du portefeuille qui est indirect dans cette approche, puisque en fait, on a capturé cette corrélation avec deux choses. La première, c'est la sensibilité du risque systémique aux facteurs macro retenus. Donc ça, on l'a fait via notre modèle de régression linéaire. Et puis, la corrélation des facteurs macro avec les risques climatiques, ça, c'est donc les scénarios du NGFS qui nous le donnent. Et c'est en particulier donc l'articulation entre, comme l'expliquait
Marcos, les modèles IAM et NIGEM. Et puis, ce qui a été considéré comme sensibilité des emprunteurs aux facteurs systémiques, c'est la formule réglementaire de l'approche IRB. Et donc, la sensibilité des emprunteurs, enfin du risque de défaut des emprunteurs aux facteurs systémiques, elle ne dépend dans notre approche que de la probabilité de défaut et donc du rating. Donc, effectivement, ça peut aussi être un petit peu limitant. Voilà, mais justement, je voulais un petit peu axer la discussion là-dessus. Et c'est l'objet de la slide suivante. Thierry, je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante. Donc, en lien avec ça, j'avais plusieurs questions, hein. Après, il reste un petit peu de temps, donc l'idée, c'est aussi de vous laisser la parole pour des questions, hein. Moi, j'avais quelques questions. La première, c'est justement sur cette définition de la sensibilité, parce que c'est un paramètre clé, évidemment, du modèle, hein. Cette sensibilité aux facteurs systémiques va gouverner le lien entre risque climatique et risque de défaut. Donc, effectivement, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est, dans une extension du modèle, la rendre dépendant du groupe, de certains groupes d'emprunteurs, par exemple regroupés par zone géographique ou secteur d'activité. Donc, je voulais vous poser la question, est-ce que en fait, cette définition, en fait, elle est en lien avec les pratiques de place sur les stress tests climatiques? Enfin, qu'est-ce qui a motivé en fait ce choix du paramètre de corrélation réglementaire pour définir la sensibilité des emprunteurs aux facteurs systémiques? Areski, je veux répondre. Oui, vas-y. Ouais, vas-y, ok. En fait, l'objectif était de produire donc une approche qui est assez proche des modèles réglementaires existants. Et donc, l'usage de la corrélation réglementaire, répond à cet objectif parce il pourrait être facilement reproductible opérationnellement par les équipes de modélisation. Et ça, c'est une partie, mais aussi, c'est cette corrélation qui est généralement utilisée dans l'exercice de forward-looking, notamment de l'APD, et par exemple. Et donc, c'est une pratique assez réglementaire et bien connue des équipes de modélisation. En même temps, une extension de l'étude serait effectivement de réussir quand même parce qu'il dépend, cette corrélation dépend essentiellement de la probabilité de défaut des ratings. Si on arrivait à les calibrer par transition, ce serait peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, comme tu l'as proposé, si on arrivait également en termes d'extension de l'étude à calibrer un facteur systémique par secteur d'activité ou par région, cela pourrait être intéressant également, comme l'a fait l'étude de Jocelyn Garnier. Mais la principale difficulté, comme on l'a soulevé, c'est justement l'obtention des données qu'il faut pour calibrer, cette corrélation-là. Oui, effectivement, parce que effectivement, il y a d'autres approches dans la littérature qui considèrent que on a plutôt un modèle multifacteur, hein, un modèle de méthode multifacteur avec un facteur pour le risque de transition, un facteur ou plusieurs facteurs pour le risque physique, qui peut être dépendant de la zone géographique, par exemple, et puis un facteur pour le risque économique. Donc, mais effectivement, comme tu disais à juste titre, Marcos, ça demande d'estimer plus de sensibilité, hein, des sensibilités macro entre les facteurs, des sensibilités micro. Donc, ça peut être compliqué d'un point de vue opérationnel d'estimer ces sensibilités et d'utiliser le modèle. Donc, c'est sans doute pour ça que vous avez fait ce choix en fait de rester sur un modèle à un facteur. Oui, en fait, on va dire ça, le modèle à un facteur facilite finalement on va dire notre travail, mais ça crée aussi, c'est-à-dire on ne peut pas facilement désagréger les effets en regardant par exemple les effets sur du risque physique, par exemple
on va dire sur la dégradation des ratings et peut-être les effets isolés du risque de transition. Donc, je pense que on peut toujours essayer d'étendre le modèle de Merton à 3 facteurs. Maintenant, il faudra les sensibilités, en fait. On peut, on pourra voir comment estimer la sensibilité parce que ce qu'on fait le plus maintenant, c'est peut-être de se référer en fait aux providers externes pour avoir ces sensibilités, mais qui sont plus estimés sur, on va dire, en prenant un portefeuille beaucoup plus large que le portefeuille de la banque en question en réalité. Et donc, ça peut aussi créer un biais finalement dans la manière d'apprécier un risque propre en fait à une banque. Donc c'est un peu tout cela qui nous a voilà, qui nous a un peu limité, bon, ramené à se restreindre à un seul facteur, mais ce sera possible d'analyser en fait le modèle peut-être à 3 facteurs plus tard. C'est une en fait, c'est une extension possible en fait de notre travail. Merci. Alors, je me demandais également, effectivement, l'approche, elle repose quand même pas mal sur l'architecture des scénarios du NGFS, hein, puisque les facteurs macroéconomiques qu'on va considérer pour la régression linéaire là, sur le Z, pour projeter le Z, doivent être considérés aussi dans les scénarios du NGFS. Donc, je me demandais, alors il y a un débat hein, sur la fiabilité des scénarios du NGFS, hein, parce que voilà, ça repose sur certains modèles et on n'a pas tant que ça, etc. Donc, on peut se poser la question de la fiabilité des scénarios. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut adapter l'approche à d'autres types de scénarios et comment? Je sais qu'il y a des scénarios. Est-ce que tu trouves, tu as d'autres, on va dire, d'autres providers de scénarios qui soient, on va dire, qui donnent peut-être des scénarios beaucoup plus fiables? Parce que, à ma connaissance, en fait, la BCE utilise ces scénarios-là pour ces exercices. Et puis, l'ACPR également s'est basé sur ces scénarios pour ces exercices de stress test. Et donc, c'est pour ça que nous, de façon naturelle, on s'est orienté vers ces scénarios. Je pense pour pouvoir rendre ces scénarios beaucoup plus fiables, ce sera plutôt un travail au niveau supranational. C'est au niveau des banques centrales, c'est tellement qu'il faut voir comment vraiment analyser la fiabilité de ces scénarios et s'il y a un besoin d'ajustement, les ajuster en conséquence en fait pour permettre, parce que c'est quand même une donnée, comme tu l'as dit, très, très importante pour les différents stress tests qui ont été menés jusque-là. Et donc, c'est ça. Je ne vois pas trop d'autres types de. Après, il y a les scénarios pour les risques physiques. Si c'est les risques physiques qu'on peut avoir, je pense que les scénarios c'est GIEC, c'est ça, non, Marcos? C'est ça, le GIEC, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on peut récupérer les scénarios du GIEC pour le risque physique. Mais c'est aussi la CPS est basée sur les scénarios du GIEC. En fait, c'est les deux, on va dire, les deux providers des scénarios que nous connaissons et qui sont finalement qui sont utilisés un peu partout pour les stress tests en fait. Okay, merci Thierry. Peut-être avant de clôturer ce webinaire, juste pour vous informer que l'étude en fait qu'on vous a présentée est disponible sur le site du cabinet. Donc, elle a fait l'objet d'un article qu'on a publié, qu'on a finalisé récemment, qui est disponible sur le site du cabinet. Rubrique R&D, publication. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Vous y trouverez aussi toutes les publications du pôle R&D sur différents sujets, notamment tout ce qui est projection forward-looking de PD et migration de rating. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation. Merci à Thierry et Marcos, et puis je vous souhaite une excellente soirée.